Le roi, né avec des os liquides et un crâne plein d'eau, ne pouvait fermer sa bouche ni mâcher. Sa mère frémit à sa naissance. Les médecins trouvèrent son cadavre vidé de sang avec des organes pourris. Comment gouverner un empire quand votre ADN devient une arme contre vous ? Regardez n'importe quel portrait royal. Vous voyez des lignées divines, une génétique parfaite, des dirigeants choisis par Dieu lui-même. Ces personnes avaient tout. Pouvoir, richesse, le meilleur de tout ce que la vie pouvait offrir. Ce que vous voyez est un mensonge. La famille royale la plus puissante d'Europe n'est pas tombée en disgrâce. Elle s'est détruite de l'intérieur. Sa lignée sanguine pure est devenue si contaminée que son dernier roi ne pouvait pas fermer la bouche, ne pouvait pas mâcher la nourriture, ne pouvait pas produire d'héritier. Sa propre mère a reculé d'horreur lorsqu'il est né, mais avant que Charles II d'Espagne ne devienne une impossibilité médicale, avant que sa mâchoire ne dépasse si loin qu'il bave constamment, avant que son corps échoue à chaque fonction de base, il était l'héritier du plus grand empire sur Terre. C'est l'un des rares cas documentés dans l'histoire où nous pouvons voir exactement ce qui se passe lorsque les humains poussent la génétitotiémie, la génétique au-delà du point de rupture. Des scientifiques modernes qui ont analysé son ADN ont trouvé quelque chose qui ne devrait pas être possible. Il était plus consanguin que si ses parents avaient été frères et sœurs. Ce que vous vous apprêtez à voir est à la fois tragique et terrifiant. C'est l'histoire de la manière dont la plus puissante dynastie du monde a transformé ses propres corps en un cauchemar biologique. Laissez-moi vous ramener au 6 novembre 1661 dans une chambre faiblement éclairée du Palais Royal de Madrid. Les sages-femmes, viennent d'accoucher de l'héritier du trône espagnol et quelque chose va terriblement mal. La tête du bébé a été grotesquement grande, sa respiration est difficile. Mais voici ce que les livres d'histoire ne vous disent pas. Sa propre mère, la reine Mariana, aurait frissonné à sa vue et a refusé d'allaiter son propre enfant. Ce n'était pas de la cruauté maternelle, c'était une horreur instinctive. Vous voyez, la reine Mariana n'était pas seulement la mère de Charles, elle était aussi sa cousine et sa tante. Comment cela est-il possible ? Parce que son père, Philippe Quart, avait épousé sa propre nièce. Si vous essayez de déchiffrer cet arbre généalogique dans votre tête en ce moment, ne le faites pas. Ce n'est pas un arbre, c'est un cercle. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment, pour comprendre comment un bébé a pu naître si génétiquement compromis que sa propre mère a reculé, nous devons remonter plus loin, bien plus loin, jusqu'à ce que la dynastie des Habsbourg découvre d'abord la magie noire de garder le pouvoir dans la famille, littéralement. Les Habsbourg avaient un dicton. Que d'autres fassent la guerre, la guerre. Toi, heureuse Autriche, marie-toi. Cela semble romantique jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils voulaient dire se marier entre eux. Pendant presque 200 ans, la branche espagnole de la famille Habsbourg a épousé des cousins, des oncles épousant des nièces et, dans certains cas, des cousins germains doublement unis en mariage. Ils l'appelaient « maintenir la pureté du sang ». Les scientifiques appellent cela aujourd'hui le suicide génétique. Voici un chiffre qui va vous surprendre. Plus de 80% des mariages des Habsbourg espagnols étaient entre proches parents, pas des cousins éloignés que vous pourriez rencontrer lors d'une réunion de famille. Nous parlons de personnes partageant des grands-parents ou dans certains cas des parents. Au moment où Charles est né, tous ses arrière-grands-parents descendaient du même couple, Philippe Agnier et Jeanne de Castille. Chacun d'eux, une analyse génétique moderne a calculé le coefficient de consanguinité de Charles. C'est le pourcentage de ces gènes qui étaient des copies identiques d'ancêtres communs à 0,254. Pour mettre cela en perspective, les enfants issus d'inceste frères-sœurs ont un coefficient de consanguinité de 0,25. Charles II était plus consanguin qu'un enfant de frères et sœurs
Mais les chiffres ne capturent pas le coût humain. Laissez-moi vous peindre un tableau de ce que cela signifiait pour un enfant vivant et respirant. Le bébé Charles ne pouvait pas téter correctement. Sa bouche montrait déjà des signes de déformation. Les os de son crâne ne s'étaient pas fusionnés correctement, laissant sa tête déformée et enflée. Les médecins de la cour ont noté qu'il avait une faible prise et avait du mal à se nourrir. À une époque avant les préparations pour nourrissons, cela représentait un danger mortel. Les nourrices engagées pour l'alimenter ont signalé quelque chose de perturbant. Le nourrisson criait rarement, non pas parce qu'il était content, mais parce qu'il semblait manquer d'énergie. Il restait là, pâle et immobile, sa tête surdimensionnée tombant sur le côté, sa respiration superficielle et rauque. Les médecins, les meilleurs d'Espagne, étaient perplexes. Ils n'avaient jamais vu un nourrisson si fondamentalement brisé. À mesure que les mois devenaient des années, la véritable ampleur de l'état de Charles commençait à se révéler. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment perturbante. À l'âge de 4 ans, Charles ne pouvait toujours pas marcher. Non pas qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Ses jambes étaient aussi fines que des bâtons courbés à cause du rachitisme. Incapable de supporter même son petit poids, les serviteurs l'emportaient partout dans des chaises spécialement conçues. Le futur roi d'Espagne devait être porté comme un nourrisson, mais attendez, ça devient pire. À 4 ans, Charles ne pouvait également pas parler. Pas un seul mot, sa langue, montrant déjà des signes de croissance anormale, remplissait sa bouche. Sa mâchoire, cette infâme mâchoire Habsbourg, dépassait déjà. Quand il a enfin prononcé ses premiers mots, quelque temps après son 4e anniversaire, ils étaient confus, humides, incompréhensibles. Les chroniqueurs de la cour ont délicatement noté que le discours de Sa Majesté nécessitait une interprétation. Laissez-moi vous décrire ce qu'il voulait dire par là. La langue de Charles était si enflée qu'elle dépassait constamment de sa bouche. Sa mâchoire inférieure se prolongeant si sévèrement que ses lèvres ne pouvaient se fermer. Cela signifiait que lorsqu'il tentait de parler, la salive coulait de sa bouche. Les attendants royaux étaient prêts avec des chiffons en soie pour essuyer constamment la bave du menton du garçon qui allait être roi, la mâchoire Habsbourg. Si vous ne l'avez jamais vu, imaginez un crâne humain normal, puis prenez la mâchoire inférieure et tirez-la en avant de plusieurs centimètres. Maintenant, imaginez que la mâchoire supérieure ne grandisse pas pour correspondre. Le résultat, une bouche qui ne peut jamais se fermer complètement, des dents qui ne peuvent jamais se toucher, une langue n'ayant nulle part où reposer correctement. Dans les portraits, les artistes essayaient de minimiser cela, peignant Charles avec la bouche légèrement ouverte comme s'il était surpris en pleine parole. En réalité, sa bouche était toujours ouverte parce qu'elle ne pouvait pas se fermer physiquement. Les ambassadeurs étrangers rencontrant le jeune prince pour la première fois avaient souvent du mal à garder leur contenance. Dans les lettres privées d'un diplomate français, la surprise était décrite. L'apparence du prince défie toute description. Sa mâchoire dépasse si loin qu'il semble avoir 2 visages, l'un empilé devant l'autre. Lorsqu'il tente de manger, la nourriture tombe de sa bouche. Quand il parle, on doit s'éloigner pour éviter les éclaboussures. Et manger, mon Dieu, manger. Charles ne pouvait pas mâcher. Pensez-y un instant, chaque repas, chaque jour, toute sa vie. Charles II devait avaler sa nourriture entière comme un pélican. Ses dents supérieures et inférieures étaient séparées par un tel écart qu'elles ne se rencontraient jamais. Les dîners à la cour devenaient un exercice de cuisine créative. Les viandes devaient être coupées en petits morceaux. Les légumes étaient réduits en purée. Le pain était trempé dans du vin jusqu'à ce qu'il se dissolve.
résolvent. L'ambassadeur anglais Alexander Stanhope a écrit l'une des descriptions les plus viscérales. Sa Majesté catholique avale tout ce qu'il mange entier, car sa mâchoire inférieure dépasse tellement que ses 2 rangées de dents ne peuvent se rejoindre. Pour compenser cela, il a un estomac prodigieux et avale une entière cuisse de mouton et un chapon lors d'un repas. Mais la déformation physique n'était que le début. Au fur et à mesure que Charles grandissait, ou plutôt échouait à grandir correctement, d'autres problèmes ont émergé. Il souffrait de maladies constantes. La rougeole a failli le tuer à l'âge de 6 ans, puis est venu le varicelle qui l'a laissé couvert de cicatrices, puis la rubéole, puis la variole. Chaque maladie qui balayait le palais trouvait en Charles un hôte prêt, son système immunitaire compromis offrant peu de résistance. La variole était particulièrement cruelle. Elle a frappé lorsque Charles avait 9 ans et pendant des semaines, il a bien été entre la vie et la mort. Son visage déjà déformé est devenu un champ de bataille de pustules et de lésions. Lorsqu'il a finalement récupéré, les cicatrices se sont ajoutées au catalogue de ses défigurations. Mais la maladie a laissé quelque chose d'autre, une complication qui le hanterait pour toujours. Les médecins ont remarqué un liquide s'accumulant dans son crâne et sa tête déjà grosse a commencé à enfler davantage. Aujourd'hui, nous appelons cela hydrocéphalie. Eau sur le cerveau. Au XVIIe siècle, on l'appelait une hôtesse, autre malédiction sur le prince. La pression provoquait des maux de tête aveuglants, des problèmes de vision et a peut-être contribué aux convulsions qui le hantaient dans ces dernières années. À l'âge de 10 ans, l'éducation de Charles était une source de scandale au palais. Non pas parce qu'il était rebelle ou paresseux, mais parce qu'il ne pouvait simplement pas apprendre. Les précepteurs ont signalé que les leçons devaient être répétées des dizaines de fois. Les mathématiques de base étaient au-delà de ses capacités. Le latin, la langue de la royauté et de la diplomatie, pouvait aussi bien être l'égyptien ancien. Son écriture, dans les rares occasions où il essayait, ressemblait à celle d'un enfant beaucoup plus jeune. Les notes privées d'un précepteur, découvertes des siècles plus tard, peignent un tableau déchirant. Sa Majesté essaie avec un grand effort, mais ne retient rien. J'explique un concept et le lendemain, il est comme s'il ne l'avait jamais entendu. Son attention s'égare. Parfois, il fixe le vide pendant de longues périodes. Lorsque l'on lui demande ce à quoi il pense, il ne peut pas le dire. Mais voici où l'histoire prend un tournant encore plus sombre. Alors que Charles entrait dans la puberté, ou ce qui aurait dû être la puberté, son corps le trahissait de nouvelles manières. Il grandissait, mais à peine. Pendant que d'autres adolescents royaux grandissaient en taille, Charles restait chétif. Sa voix, au lieu de s'approfondir, restait aiguë et fine. Les poils corporels à peine présents, les caractéristiques qui marquaient un garçon devenant un homme, ne se produisaient tout simplement pas. Les médecins de la cour étaient consultés lors de conférences discrètes. Ils discutaient de ce qu'ils observaient, mais n'osaient pas consigner ces observations dans des documents officiels. Le prince ne montrait aucun intérêt pour les femmes, ni pour les hommes d'ailleurs. Il semblait exister dans un état enfantin étrange, ni garçon ni homme, mais quelque chose entre les deux. Cela terrifiait la cour parce que Charles avait un seul travail au-dessus de tout autre, produire un héritier. Tout l'empire espagnol, qui s'étendait de l'Europe aux Amériques jusqu'aux Philippines, avait besoin de la lignée royale pour continuer. Mais comment un homme qui ne pouvait pas faire pousser une barbe correctement pourrait-il engendrer des enfants ? À 18 ans, ils décidèrent de le découvrir. Charles épousa Marie-Louise d'Orléans, une princesse française de 10 à 17 ans, qui de toutes les apparences était belle, intelligente et en bonne santé. Le contraste entre la mariée et le marié a choqué les invités au mariage. Elle était radieuse. Il était horrible. Elle marchait gracieusement dans l'allée. Il se traînait, soutenu par des assistants. Quand vint le temps du baiser, les observateurs notèrent que Marie-Louise devait se préparer visiblement avant de se pencher.
La nuit de noces fut un désastre. Pas le type de désastre qui fait des histoires drôles plus tard, mais celui qui détermine le destin des empires. Charles, il devenait clair, était complètement incapable de consommer le mariage. Pas qu'il ne voulait pas, mais qu'il ne pouvait pas. Son corps ne fonctionnait tout simplement pas comme celui d'un homme de vrai. Marie-Louise, élevée dans la cour française sophistiquée, a tout essayé. Elle était patiente, elle était gentille. Elle a même, selon les ragots du palais, essayé d'instruire son mari sur les bases des relations conjugales. Rien n'a fonctionné. Les années passent, pas assez de grossesse. La reine subit des examens humiliants pour déterminer si elle était le problème. Les médecins déclarèrent qu'elle était parfaitement fertile. Le problème, tout le monde le savait, mais personne n'osait le dire officiellement, c'était le roi. La pression était écrasante. Tant Charles que Marie-Louise furent soumis à des traitements de fertilité de plus en plus désespérés. Elle était forcée de boire des concoctions infâmes d'herbes et d'organes d'animaux. Lui devait ingérer des potions contenant des perles broyées et du sang de taureau. À un moment donné, la cour fit appel à un spécialiste qui prescrivit de manger le pénis séché d'un cerf. Rien ne fonctionnait parce que rien ne pouvait fonctionner. Le système reproductif de Charles était aussi mal formé que le reste de son corps. Mais attendez, l'histoire devient encore plus bizarre. La mère de Charles, désespérée d'avoir un petit enfant pour continuer la lignée des Habsbourg, consulta des mystiques et des hommes saints. Un suggéra que Charles était maudit et que dormir à côté de reliques saintes pourrait briser le sort. Lorsque cela échoua, elle passa à quelque chose qui choque encore les historiens. Elle fit en sorte que son fils dorme à côté de cadavres. Oui, vous avez bien entendu, la reine-mère arrangea pour que Charles passe des nuits allongé à côté de corps exhumés de saints et d'anciens rois, y compris son propre père. La théorie était que l'essence sainte des morts pourrait, d'une manière ou d'une autre, guérir son impuissance. Imaginez le roi d'Espagne, bavant et déformé, allongé à côté de cadavres en décomposition, dans l'espoir de gagner la capacité de concevoir un enfant. 10 ans de mariage, 10 ans d'essais infructueux, 10 ans d'humiliation, puis Marie-Louise est morte soudainement à l'âge de 26 ans. La cause officielle fut énumérée comme une appendicite, mais des rumeurs circulèrent. Matabi avait-elle été empoisonnée? La pression de sa situation l'avait-elle poussée au suicide? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que Charles était véritablement dévasté. Malgré tout, il en était venu à aimer sa femme, peut-être la seule personne qui lui avait montré une véritable gentillesse. Dans quelques mois, la pression pour se remarier commença. Le conseil sélectionna Marie-Anna de Neubourg, une princesse allemande d'une famille tristement célèbre pour sa fertilité. Ses parents avaient engendré 17 enfants, sûrement, raisonnèrent les conseillers, des gènes si robustes pourraient surmonter même les déficiences de Charles. Ils avaient tort. Marie-Anna, malgré son héritage sain, ne tomba jamais enceinte, pas une fois. À ce moment-là, la santé de Charles s'était encore détériorée. Les courtisans chuchotaient qu'il avait l'air d'un vieillard, bien qu'il n'ait à peine 30 ans. Ses cheveux tombaient partout. Ses dents, celles qui pouvaient être vues derrière cette mâchoire proéminente, pourrissaient et tombaient. Il traînait en marchant lorsqu'il pouvait marcher du tout. Les convulsions commencèrent dans la trentaine. Sans avertir, Charles s'effondrerait, son corps se convulsant, de la mousse mêlée à la bave toujours présente. Lorsqu'il se rétablissait, il ne reconnaissait souvent pas les personnes qui l'entouraient. Il commença à parler, de voir des fantômes, d'entendre des voix, de sentir des mains invisibles le toucher. La cour était terrifiée. Leur roi devenait-il fou par-dessus tout?
tout. Le surnom d'El Hechizado, l'envoûté, prenait une nouvelle signification. Les gens croyaient véritablement que Charles était sous un sortilège. L'Inquisition espagnole s'en mêla. Des exorcistes furent appelés. À un moment donné, le propre confesseur du roi fut arrêté sous des accusations d'avoir utilisé la sorcellerie pour aggraver l'état royal. Le procès suscita une sensation, bien sûr, aucune quantité d'exorcisme ne pouvait guérir des dommages génétiques. Charles lui-même croyait qu'il était maudit. Dans des moments lucides, il pleurait et demandait ce qu'il avait fait pour mériter un tel châtiment. Il portait des amulettes, portait des reliques saintes et se soumettait à des rituels de purification de plus en plus bizarres. Rien n'a aidé, car rien ne pouvait aider. Son code génétique était sa malédiction écrite dans chaque cellule de son corps. À l'âge de 35 ans, Charles avait l'air ancien. Les descriptions contemporaines sont difficiles à lire. Sa peau pendait lâche sur son cadre squelettique. Sa célèbre mâchoire semblait devenir encore plus prononcée alors que le reste de son visage dépérissait. Il était complètement chauve, son cuir chevelu couvert de blessures. Il pouvait à peine marcher, traînant quelques pas avant de devoir se reposer. Son discours, toujours difficile, devenait presque incompréhensible. Mais le pire restait à venir. Dans ces dernières années, Charles commença à se détériorer mentalement rapidement. Il était assis pendant des heures à fixer le vide, la bave s'accumulant sur ses vêtements. Lorsqu'on lui parlait, il ne répondait souvent pas. Quand il parlait, il rabâchait des choses sur des démons et des anges, sur sa femme morte, sur des enfants qu'il n'aurait jamais. Le roi de l'un des plus grands empires du monde était devenu une coquille vide. La fin est arrivée en 1700. Charles avait 38 ans, pas âgé selon aucune norme, mais son corps était en train de s'arrêter. Il ne pouvait même pas manger sa bouillie et préparer spécialement. Il ne pouvait pas se tenir debout sans aide. Il passait ses journées propped up in bed, haletant, sa tête hydrocéphale, provoquant une pression insupportable. Le 1er novembre, après des jours d'angoisse, Charles II est mort. Ce qui arriva ensuite choquerait même les médecins qui l'avaient traité pendant des années. L'autopsie, oh mon Dieu, l'autopsie! Si vous pensiez que le vivant Charles était un spectacle médical d'horreur, son cadavre était quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. Les médecins royaux chargés d'embaumer leur roi ouvrirent le corps et reculaient. Leur rapport, écrit en latin clinique mais dégoulinant d'horreur à peine dissimulée, décrivait un corps qui n'aurait pas dû pouvoir soutenir la vie aussi longtemps. Son corps ne contenait pas une seule goutte de sang, ce n'était pas une exagération poétique. Le système circulatoire de Charles avait essentiellement cessé de fonctionner. Son sang soit s'était coagulé, soit était simplement absent. Son cœur, et c'est là que cela devient vraiment grotesque, son cœur était décrit comme la taille d'un grain de poivre, pas littéralement aussi petit, mais ratatiné, noirci, à peine reconnaissable comme l'organe qui devrait pomper la vie à travers un corps. Ses poumons étaient corrodés, leurs maux, pour ce que nous pourrions maintenant reconnaître comme de grandes cicatrices dues à des infections répétées. Imaginez que le tissu pulmonaire ressemble plus à de la pierre ponce qu'à des organes destinés à respirer. Ses intestins étaient décrits comme pourris et gangrenés. Des parties de son système digestif étaient littéralement mortes pendant qu'il était encore vivant, ce qui expliquant l'horrible douleur qu'il endurait dans ces dernières années. Mais le détail le plus révélateur, celui qui a confirmé ce que tout le monde soupçonnait, mais que personne n'avait osé dire officiellement, Charles n'avait qu'un seul testicule et il était noir comme du charbon. Ce seul morceau de tissu atrophié et mort était tout ce qu'il restait de ce qui aurait dû être un système reproducteur fonctionnel. Pas étonnant qu'il ne puisse pas engendrer d'enfants. C'est un miracle qu'il ait survécu à la puberté. Et son cerveau, rappelez-vous cette tête remplie de liquide. Les médecins ont découvert qu'il était en effet rempli d'eau.
l'hydrocéphalie avait laissé à peine de place pour le tissu cérébral réel. Comment Charles avait réussi à fonctionner un tant soit peu, comment il avait réussi à parler, à penser et à régner aussi mal que ce fut, était un mystère médical. Les médecins qui ont pratiqué cette autopsie ont dû se tenir là, couverts des méfaits de leur dissection, et s'interroger sur la façon dont cet ensemble d'organes mal formés avait en quelque sorte soutenu la vie pendant près de 4 décennies. Chaque système était compromis, chaque organe était endommagé. C'était comme si le corps de Charles avait été en guerre avec lui-même depuis le moment de sa conception. L'analyse génétique moderne nous a donné le pourquoi de ce spectacle d'horreur. Rappelez-vous ce coefficient de consanguinité de 0,254. Cela signifie qu'un quart du génome de Charles était constitué de copies identiques de gènes. Dans ces séquences répétées se cachent les instructions pour sa destruction. Les scientifiques pensent maintenant que Charles souffrait d'au moins 2 troubles génétiques majeurs. Le premier était une déficience combinée des hormones pituitaires. Son corps ne pouvait pas produire les hormones nécessaires à une croissance et un développement normaux. Cela explique sa petite taille, son incapacité à mûrir sexuellement, sa faiblesse musculaire, ses problèmes cognitifs. Sa glande pituitaire, le maître contrôleur du système endocrinien, était essentiellement non fonctionnel. Le second était probablement une acidose tubulaire rénale distale. Ses reins ne pouvaient pas réguler correctement sa chimie sanguine. Cela causait le rachitisme qui fléchissait ses jambes, la faiblesse musculaire qui l'empêchait de marcher et a peut-être contribué à l'hydrocéphalie qui enflait son crâne. L'une ou l'autre condition seule aurait déjà été difficile. Ensemble, elles ont créé une cascade de défaillances dans tout son corps. Ajoutez à cela la mâchoire Habsbourg elle-même, une condition génétique appelée prognatisme mandibulaire, et vous aviez une tempête parfaite de désastres génétiques. Certains chercheurs ont proposé une possibilité encore plus rare, une maladie de stockage lysosomal appelée aspartylglucosaminurie. Les patients atteints de cette condition se développent normalement pendant leurs premières années, puis commencent à montrer des retards. À l'âge adulte, ils présentent des traits faciaux grossiers, un handicap intellectuel et une espérance de vie raccourcie. La correspondance avec les symptômes de Charles est étrangement exacte. Mais voici la partie vraiment horrible. Charles n'était pas exceptionnellement malchanceux, il était le résultat inévitable d'un mariage consanguin systématique. Des 34 enfants nés des monarques espagnols Habsbourg, plus de la moitié sont morts avant l'âge de 10 ans. La dynastie s'élevait littéralement vers la mort et Charles était simplement le dernier exemple le plus extrême. Lorsque Charles est mort sans héritier, cela a déclenché la guerre de succession d'Espagne, un conflit qui allait remodeler l'Europe. L'Empire espagnol, construit pendant des siècles, s'est brisé parce que le corps d'un homme était trop brisé pour produire un seul enfant. La lignée des Habsbourg, qui avait régné sur l'Espagne pendant près de 200 ans, s'est terminée non pas par un assassinat ou une révolution, mais par un roi tellement consanguin que sa propre chair l'a trahi. La dynastie des Bourbons, qui a remplacé les Habsbourg, a appris la leçon. Bien que les mariages royaux restent politiques, l'extrême consanguinité qui a créé Charles II ne fut jamais répétée. Le cauchemar de la mâchoire Habsbourg, l'horreur de l'autopsie de Charles, la tragédie d'un roi qui ne pouvait pas mâcher sa propre nourriture, cela est devenu des contes d'avertissement murmurés dans les cours royales à travers l'Europe. Charles II demeure dans les manuels médicaux comme l'exemple ultime de l'effondrement génétique. Mais les étudiants la génétique voient son portrait et apprennent les coefficients de consanguinité. Sa mâchoire Habsbourg est devenue une expression de mise en garde concernant les dangers des poules génétiques fermées. D'une certaine manière étrange, sa souffrance a contribué à notre compréhension de l'hérédité et de l'importance de la diversité génétique. Mais
Au-delà de la curiosité médicale, au-delà des conséquences politiques, il y avait un être humain. Charles II a vécu chaque jour dans un corps qui le trahissait. Il a enduré une douleur constante, l'humiliation et la connaissance qu'il échouait dans son devoir le plus fondamental en tant que roi. Il était moqué sous le nom de l'envoûté, alors que sa seule malédiction était son ascendance. Dans sa dernière lettre, dictée parce qu'il ne pouvait plus tenir un stylo, Charles écrivait qu'il espérait trouver la paix dans la mort qui lui avait échappé dans la vie. Pour un homme qui avait enduré 4 décennies de souffrances physiques et mentales, qui avait été soutenu sur le trône comme une marionnette grotesque, la mort devait sembler une miséricorde. Le portrait que j'ai mentionné au début, il est maintenant accroché au Museo del Prado à Madrid. Les visiteurs s'arrêtent devant lui, frappés par les déformations évidentes que même le peintre de la cour ne pouvait pas complètement cacher. Mais maintenant, vous connaissez la vérité derrière cette image. Vous savez, pour la mâchoire qui ne pouvait se fermer, la langue qui ne pouvait tenir, le corps qui ne pouvait fonctionner, le génome qui s'était retourné contre lui-même. Charles II d'Espagne n'était pas maudit par des sorcières ou des démons. Il était maudit par son propre arbre généalogique et un arbre si enchevêtré qu'il était devenu un nœud coulant. Son histoire représente peut-être l'avertissement le plus brutal de l'histoire sur les dangers de l'isolement génétique. En essayant de garder le pouvoir dans la famille, les Habsbourg ont détruit leur propre lignée. La prochaine fois que vous verrez un portrait royal, souvenez-vous de Charles II. Souvenez-vous que derrière les couronnes, les sceptres et la grandeur royale, la biologie a toujours le mot de la fin. Et parfois, ce mot final est horrifiant au-delà de l'imagination.